Il y avait une fois un homme et une femme qui n'avaient qu'un enfant et qui vivaient seuls dans une vallée perdue, loin de tout. Il advint un jour que la mère se rendit dans les bois pour ramasser des branches mortes, en emmenant son petit Jean, qui n'avait alors que 2 ans. On était au printemps. L'enfant s'amusait parmi les fleurs de toutes les couleurs, et la femme s'était peu à peu enfoncée dans la forêt de sapins. Tout à coup, 2 brigands surgirent des taillis, s'emparèrent de la mère et de l'enfant et les entraînèrent dans les noires profondeurs de la forêt, où il ne pénétrait jamais personne, d'un bout à l'autre de l'année. La pauvre femme supplia de toutes ses forces les brigands de la laisser aller, elle et son enfant. Mais ils restèrent de pierre, et sans prêter l'oreille à ses plaintes et à ses prières, ils la forcèrent à marcher. Après s'être frayé un chemin 2 heures durant parmi les fourrés et les ronces, ils parvinrent à un rocher percé d'une porte. Les brigands frappèrent et la porte s'ouvrit aussitôt. Ils durent ensuite suivre un long couloir obscur, avant d'arriver à une grande caverne, éclairée par un feu qui brûlait sur un foyer. Suspendus aux parois, des épées, des sabres et d'autres engins de mort étincelaient à la lueur de la flamme. Au milieu se dressait une grande table noire autour de laquelle étaient assis 4 brigands qui jouaient. Et au bout de la table, leur chef se tenait assis. À la vue de la femme, il se leva, vint à elle et lui expliqua qu'elle ne devait pas avoir peur, qu'elle pouvait être tranquille. Il ne lui ferait aucun mal, mais il lui faudrait leur tenir leur ménage. Et si elle faisait tout correctement, tout irait bien pour elle. Là-dessus, ils lui donnèrent à manger et lui indiquèrent un lit où elle pourrait dormir, elle et son enfant. La femme demeura des années chez les brigands, et Jean devint grand et fort. Sa mère lui racontait des histoires et lui apprenait à lire dans un vieux livre de chevalerie qu'elle avait trouvé dans la caverne. Lorsque Jean eut 9 ans, il se tailla un gourdin solide dans une branche de sapin et le cacha derrière le lit. Puis, il vint trouver sa mère et lui dit « Ma chère mère, dites-moi maintenant qui est mon père. Je veux et je dois le savoir. » La mère demeura silencieuse et ne voulut rien lui dire, de peur qu'il n'éprouve la nostalgie de son foyer. Elle savait bien que ces brigands sans foi ni loi ne laisseraient pas sortir Jean, et elle avait le cœur brisé à la pensée qu'il ne pourrait jamais rejoindre son père. Cette nuit-là, lorsque les bandits revinrent dans leur brigandage, Jean alla chercher son gourdin, se planta devant le chef et lui dit « Je veux savoir qui est mon père. Si tu ne me le dis pas tout de suite, je t'assomme. » Le chef éclata de rire et administra au garçon une gifle qui l'envoya rouler jusque sous la table. Jean se releva sans dire un mot. « Je vais attendre encore 1 an et je réessayerai. Peut-être cela ira-t-il mieux. » pensa-t-il. Au bout d'1 an, il retourna donc prendre son gourdin, l'épousseta et dit en le considérant « Ça, c'est un fameux et brave gourdin. » La nuit, les brigands revinrent et se mirent à boire cruche sur cruche de vin, jusqu'au moment où ils commencèrent à dodeliner de la tête. Alors, Jean alla chercher son gourdin, se planta de nouveau devant le chef et lui demanda qui était son père. « Qu'est-ce que tu es, petit microbe ?» Le chef lui envoya encore une gifle terrible qui le fit rouler sous la table. Mais Jean eut tôt fait de se remettre debout et se jetant sur le chef et les brigands, il les roua de coups, au point qu'il ne pouvait plus remuer ni bras ni jambes. La mère se tenait dans un coin, pleine d'admiration pour sa force et son courage. Lorsqu'il eut terminé, Jean alla trouver sa mère et lui dit « Maintenant, je suis très sérieux. Je dois absolument savoir qui est mon père. » « Viens, mon Jean, nous partons. » répondit la mère.
et nous allons le chercher jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé. Elle prit la clé de la porte au chef des brigands, et Jean alla chercher un grand sac à farine. Il fourra de l'or, de l'argent et tous les objets précieux qui lui tombaient sous la main, jusqu'à ce qu'il soit plein. Puis, il le jeta sur son dos. Ils quittèrent la caverne. Et vous pensez si Jean ouvrit de grands yeux lorsqu'il passa de l'obscurité au grand jour, et aperçut tout d'un coup la forêt verte, les fleurs, les oiseaux et le soleil du matin. Il restait immobile, stupéfait, et avait du mal à reprendre ses sens. La mère s'occupa de retrouver le chemin de la maison, et après quelques heures de marche, ils atteignirent la petite vallée solitaire et arrivèrent sans encombre à leur maisonnette. Le père était assis sur le seuil. Il pleura de joie en reconnaissant sa femme et en apprenant que le garçon était son fils, car il y croyait mort depuis longtemps. Jean, bien qu'il n'eût pas 12 ans, dépassait son père d'une tête. Ils pénétrèrent tous trois dans la petite pièce à l'intérieur de la maison, mais à peine Jean eut-il posé son énorme sac sur le banc le long du poêle qu'il eut un craquement. La maison tout entière trembla sous le choc. Le banc puis le plancher céda et le sac s'effondra de tout son poids dans la cave. Dieu du ciel, qu'as-tu fait? S'écria le père. Voilà notre maison démolie à présent. Ne vous faites pas de cheveux blancs pour si peu, cher père. Répondit Jean. Il y a dans ce sac plus qu'il n'en faut pour bâtir une nouvelle maison. Jean et son père entreprirent aussitôt de construire une nouvelle maison, d'élever du bétail, d'acheter des terres et de les mettre en valeur. Jean labourait les champs, et lorsqu'il se tenait derrière la charrue et poussait pour enfoncer le soc en terre, les bêtes de trait n'avaient quasiment plus aucun effort à fournir. Au printemps suivant, Jean dit à son père : « Gardez tout l'argent et faites-moi faire un bâton de marche d'une centaine de livres que je puisse parcourir le monde. » Lorsque le bâton demandé fut prêt, Jean quitta la maison paternelle, se mit en route et parvint à une forêt sombre et profonde. Là, il entendit des crics et des craques. Regarda autour de lui et vit un sapin tordu de haut en bas sur lui-même à la manière d'une corde. Et comme il levait les yeux, il aperçut un gaillard juché tout en haut, qui avait empoigné l'arbre et le ployait comme un brin d'osier. « Hé! Que fais-tu là-haut » cria Jean. « J'ai ramassé hier un tas de branches, Répondit le gaillard. et je fabrique maintenant une corde pour mettre tout autour. » Voilà quelqu'un de costaud, ça me plaît bien. Pensa Jean, et il lui cria. « Laisse donc tomber et viens avec moi !» Le gaillard dégringola du sommet, et voilà qu'il dépassait Jean d'une bonne tête. Et pourtant, on ne peut pas dire que celui-ci fût petit, Tu t'appelleras Torsapin désormais. lui dit Jean. Là-dessus, ils continuèrent leur chemin, et entendirent bientôt frapper et cogner si fort que le sol tremblait à chaque coup. Ils parvinrent alors à un rocher imposant, devant lequel se tenait un géant qui en détachait de gros blocs avec son poing. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Lui demanda Jean. Lorsque j'essaye de dormir la nuit, Répondit l'autre. il y a des ours, des loups et un tas de vermines du même genre qui viennent flairer et renifler autour de moi en m'empêchant de dormir. Alors je vais me construire une maison et me coucher à l'intérieur pour avoir la paix. Fichtre, en voilà un qui peut être utile. Songea Jean. Et il lui dit. Laisse tomber ta maison et viens avec moi. Tu t'appelleras Casse-Roc. Le géant accepta, et les voilà tous trois repartis à travers la forêt. Les bêtes sauvages s'enfuyaient, épouvantées à leur approche. Le soir, ils atteignirent un vieux château abandonné, gravirent les escaliers et s'étendirent pour dormir dans la grande salle. Le lendemain matin, Jean descendit dans le jardin qui était redevenu sauvage et se trouvait envahi par les ronces et la végétation. Comme il déambulait ici et là, un sanglier déboula et se précipita sur lui. Il le reçut d'un coup de son bâton de marche et l'étendit raide mort à ses pieds. Il le ramassa, le chargea sur ses épaules et l'emporta en haut. Ils le mirent à la broche, le firent retirer dans les règles de l'art et se sentirent d'excellente humeur après cela.
Alors, ils convinrent que chaque jour, à tour de rôle, 2 d'entre eux iraient à la chasse, pendant que le 3e resterait à la maison pour faire la cuisine et préparer à chacun d'eux ses 9 livres de viande. Le premier jour, ce fut Torsapin qui resta à la maison tandis que Jean et Casseroc partaient à la chasse. Comme Torsapin était occupé à cuisiner, un vieux petit nabot tout rabougri entra et s'approcha de lui en lui réclamant de la viande. « Va-t'en de là, minable !» répondit-il. « Tu n'as pas besoin de viande !» Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction quand le minuscule avorton bondit sur lui et le roua de coups, avant qu'il fût capable de se défendre, si bien qu'il tomba de tout son long sans pouvoir reprendre son souffle. Le nain ne partit pas avant d'avoir entièrement passé sa colère sur lui. Lorsque les 2 autres revinrent de la chasse, Torsapin ne leur souffla mot du vieux nabot et des coups qu'il avait reçus. Il songeait. « Quand ce sera leur tour de rester à la maison, il se pourrait bien qu'ils tâtent eux aussi des poings de ce furieux. » Et cette seule idée le mettait en joie. Le lendemain, ce fut Casseroc qui resta à la maison, et il en fut de lui comme de Torsapin. Il fut copieusement mis à mal par le nabot, après avoir refusé de lui donner de la viande. Lorsque les autres revinrent le soir, Torsapin comprit bien à la mine de l'autre ce qui lui était arrivé, mais ils se turent tous les 2. « À Jean d'en goûter lui aussi !» se disait-il. Jean, dont c'était le tour de rester le lendemain, s'occupa de la cuisine comme il convenait, et tandis qu'il se tenait en haut et écumait le bouillon dans le chaudron, arriva le petit homme qui lui réclama de but en blanc un morceau de viande. Jean pensa. C'est un pauvre bougre. Je vais lui en donner en prenant sur ma part, pour ne pas léser les autres. Et il lui tendit un morceau de viande. Lorsque le nain eut mangé, il réclama encore. Et le brave Jean lui en redonna. Tiens, voilà encore un beau morceau. Avec ça, tu vas être content. Mais le nain en réclama pour la 3e fois. Tu en as du toupet ? Dit Jean, et il ne lui donna plus rien. Alors, le méchant nabot voulut sauter sur lui et lui infliger le même traitement qu'à Torsapin et Casseroc. Mais il ne s'adressait pas à la bonne personne. Jean lui administra sans se troubler une paire de soufflets qu'il expédia au pied de l'escalier. Jean voulut courir à sa poursuite, mais il buta sur lui et s'étala de tout son long. Lorsqu'il se releva, le nain s'était échappé. Jean le pourchassa jusque dans la forêt et le vit se faufiler dans un trou entre 2 rochers. Il rebroussa donc chemin, non sans avoir repéré l'endroit. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, les 2 autres furent bien étonnés de le voir en si bonne forme. Il leur raconta ce qui s'était passé, alors ils ne cachèrent pas plus longtemps ce qui leur était arrivé. Jean se mit à rire et dit « C'est bien fait pour vous. Vous n'aviez qu'à pas être si avare de votre viande. Mais tout de même, c'est une honte, grand comme vous êtes, de vous être laissé battre par un nabot. » Là-dessus, ils emportèrent un panier et une corde, se rendirent tous les 3 au bord du trou par où le nain s'était faufilé, et firent descendre Jean, muni de son bâton, au moyen du panier. Quand il fut arrivé au fond, il trouva une porte qu'il ouvrit. Et il y avait, assise là, une jeune fille, belle comme une image, ou plutôt tellement belle qu'on ne saurait en donner une idée. Le méchant nabot était assis à ses côtés et se mit à grimacer comme un singe en regardant Jean. La jeune fille était attachée à des chaînes, et il y avait une telle tristesse dans ses yeux que Jean fut saisi d'une immense pitié et se dit « Il faut absolument que tu l'arraches au pouvoir du méchant nain. » Et il asséna à celui-ci un tel coup de son gourdin qu'il l'étendit mort par terre. Aussitôt, les chaînes qui retenaient la jeune fille tombèrent à ses pieds, et sa beauté était un pur ravissement pour Jean. Elle lui raconta qu'elle était fille de roi, et qu'un comte sans scrupule l'avait enlevée, emmenée loin de son pays et enfermée dans ce rocher parce qu'elle ne voulait rien accepter de lui. Le nain avait été préposé à sa garde par le comte et il n'avait cessé tout ce temps de la tourmenter et de la persécuter. Alors Jean installa la jeune fille dans le panier et la fit hisser jusqu'en haut. Quand le panier redescendit, Jean, qui n'avait aucune confiance dans ses 2 compagnons, songea « Ils se sont déjà montrés déloyaux en te cachant l'existence du nain. Qui sait ce qu'il mijote contre toi à présent ?» Alors il mit juste son gourdin pesant dans le panier, et bien lui en prit, car le panier n'était pas arrivé à mi-hauteur,
qui le laissèrent brutalement retomber. Si bien que si Jean s'y fût trouvé, c'eût été sa mort, à coup sûr. Cependant, il ne savait pas du tout comment sortir de l'abîme. Et il avait beau chercher, il ne trouvait rien. C'est tout de même malheureux d'être condamné à dépérir dans ce trou, songea-t-il. Et tout en marchant de long en large, il revint dans la petite pièce où s'était tenue la jeune fille et s'aperçut que le nain portait au doigt un anneau qui brillait et scintillait. Il le lui enleva et le mit à son propre doigt, et il ne l'eut pas plutôt tourné qu'il entendit un bruissement au-dessus de sa tête. Il leva les yeux et vit volter de petits génies ailés qui lui dirent qu'il était leur maître, et lui demandèrent quels étaient ses ordres. Après un premier moment de stupéfaction, il demanda à être transporté jusqu'en haut. Ils obéirent en un clin d'œil. Ce fut comme s'ils volaient dans les airs. Il n'y avait plus personne là-haut, et lorsqu'il se rendit au château, il n'y trouva plus âme qui vive. Torsapin et Casse-Roc avaient pris la fuite en emmenant la belle avec eux. Alors, il tourna son anneau, et les génies lui apprirent que les deux hommes étaient en mer. Jean courut à perdre haleine jusqu'au rivage. Et là, il aperçut loin, très loin sur la mer, une embarcation dans laquelle se trouvaient les compagnons félons. Dans sa rage, il se précipita sans réfléchir dans l'eau avec son gourdin et se mit à nager. Mais le bâton l'entraîna au fond de tout le poids de ses 100 livres et il n'était plus qu'à demi noyé quand il parvint à temps à tourner son anneau. Les génies accoururent et le transportèrent à la vitesse de l'éclair dans l'embarcation. Alors, il brandit son gourdin. Et après avoir donné à ses méchants compagnons le salaire qu'ils méritaient, il les jeta à l'eau. Puis, en compagnie de la belle, qui était passée par les pires angoisses, et qui l'avait sauvée une deuxième fois, il navigua jusqu'à la demeure de son père et de sa mère, et leur mariage fut célébré à la grande joie de tous.